Le but ce soir, c'est de recevoir Raphaël Jérusalemi. La plupart d'entre vous savent qui il est. Il est un homme spécialisé dans tout ce qui est renseignement d'Israël. Il a vécu ça professionnellement. C'est dire comment ses analyses sont extrêmement bien documentées. C'est un homme de l'art. Alors l'art, pas L-A-R-D, mais L''ART. Donc il sait de quoi il parle quand il commande des choses liées aux questions sécuritaires. C'est aussi un écrivain. Il vient de publier avec Mohamed Sifawi les tribunes de guerre. Alors c'est 2023-2025. Avant de lui poser la question sur ce livre, je voudrais vous dire que j'ai dévoré ce livre. Ne croyez pas que le fait qu'il y ait des tribunes qui datent de 2023, 2024 ou 2025 soit limité dans le temps. Ces analyses sont des analyses qui vont bien au-delà de la période à laquelle elles ont été écrites. Donc, c'est un livre qui est de la plus brûlante actualité et vous trouverez en le lisant, si vous n'avez pas suffisamment de réponses ce soir de la part de Raphaël Jérusalemi, vous les trouverez dans le livre. Vous trouverez des analyses très pertinentes et qui seront pour vous un éclairage. J'ai trouvé particulièrement bien d'avoir deux grands spécialistes que sont Raphaël Jérusalemi et Mohamed Sifawi, qui est un intervenant qui est souvent dans cette maison, et d'avoir en fait fait la quintessence du savoir des deux qui sont totalement complémentaires en l'occurrence. Donc, Raphaël, j'ai envie de vous poser une première question. Pourquoi ce livre et pourquoi avez-vous sorti ce livre en 2025 ? Alors, il y a deux raisons. Il y a le timing, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. On aurait pu attendre 2026, et peut-être qu'on va aussi attendre 2027, le destin juif étant toujours renouvelé avec des nouveaux problèmes. Mais j'ai eu aussi un peu de chance avec l'actualité, parce qu'en ce moment même, justement, nous sommes dans ce qu'à l'armée on appelle un moment où on peut faire une pause tactique. Après les 2 ans très difficiles que nous avons passés tous, il y a une sorte de ralenti des événements. Dans certains cas, un piétinement ou un enlisement. Dans certains cas, une indécision de ce qui va se passer demain matin, un plan de Trump, pas plan de Trump, etc. Et c'est donc le moment, justement, à l'armée, c'est ce qu'on appelle une pause tactique, de se regrouper, de compter les munitions, de nettoyer les armes et de voir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, aller de l'avant. C'est un moment qui est vraiment propice pour cela. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à en tirer pour faire un bilan d'avenir. Ce n'est pas justement un bilan en arrière, c'est aussi en avant. Mais ces chroniques, qui sont ces tribunes donc, de guerre, leur but principal, c'est quand même, je pense que ceux qui me connaissent le ressentent, c'est de rasséréner, c'est de rassurer, c'est de fortifier. Pour le faire, c'est très simple, il faut d'abord mettre de l'ordre dans le désordre. Depuis le 7 octobre, on est dans le désarroi, moi inclus, hein, vous inquiétez pas, on est complètement confus, paumé, ça tombe de tous les côtés, dès qu'on tourne à gauche ou à droite, il y a un nouveau truc antisémite ou anti-israélien ou un nouvel ennemi qui se profile. Et donc, on est dans un chaos qui fait qu'à un moment donné, mon travail donc d'analyste, c'est de mettre de l'ordre dans les ordres. C'est déjà un premier pas pour rassurer, pour fortifier quand on y voit un peu plus clair. Surtout qu'il y a, autour de tout ce qui se passe à propos des Juifs et d'Israël, un écran de fumée de désinformation qui déforme tout, avec même des rumeurs. Et ce n'est pas seulement pour un public non-juif, c'est même pour les Juifs. On est influencé par tout ce qui se promène sur la toile, dans la presse. Et donc, balayer tout ce qui est mensonger, tout ce qui est cliché. J'ose dire qu'il y a certains journalistes éminents, surtout en France, hein, qui se croient très très intelligents et qui ne parlent qu'avec des clichés. Ils sortent des trucs tout près, en fin de compte, qui ne veulent rien dire. Ils n'ont aucune connaissance de la situation. Donc, il faut balayer tout cela. Ceci étant dit, il y a aussi un moyen, à travers cette analyse, de donner un peu de munitions. Ceux qui lisent, parfois, s'ils sont interpellés, s'ils ont lu certains articles, peuvent avoir
une réponse à donner, ou en tous les cas rétablir la vérité, les faits. Je dis toujours que dans notre attitude face à ce qui se passe aujourd'hui, à la vague d'antisémitisme, c'est le gaspiller le moins possible notre temps et notre énergie à polémiquer avec les antisémites. Vous ne les changerez pas. Mélenchon, vous pouvez parler 3 jours avec lui, il restera Mélenchon, je vous assure que vous n'y arriverez pas. Ils sont irrécupérables, c'est tout. Par contre, là où il faut vraiment faire un effort, c'est prendre en considération qu'il y a, et moi j'en rencontre sans arrêt en France, des gens qui sont ou honnêtes intellectuellement, ou alors ils sont même carrément pro-israéliens, mais il y a aussi des gens honnêtes intellectuellement qui voudraient comprendre, qui voudraient savoir, et qui n'ont pas l'info, qui se doutent bien. J'ai eu ça avec des écoliers, que j'ai félicité les profs qui étaient des profs de gauche, hein, et des écoliers qui se doutaient bien qu'ils n'avaient pas toute l'info, qu'on leur avait raconté qu'une partie de l'histoire, et pas notre partie de l'histoire. Donc c'est assez important. Et aujourd'hui, mon éditeur David Reinhardt, on a dit dans le 4e de couverture, à la fin, c'est aussi un acte de résistance. Ce livre est un acte de résistance. Et c'est surtout plus mon éditeur enfin, que moi, parce que moi j'exprime mes opinions, je fais mes analyses. Lui, c'est un éditeur engagé, David Reinhardt, donc qui est publié sur le 7 octobre, qui publie d'ailleurs aussi Mohamed Sifawi, qui vient d'appeler les musulmans à la laïcité, qui va le rendre très populaire, etc. Et donc c'est très héroïque, c'est un acte de résistance, c'est un éditeur engagé. Je pense que bientôt il aura des gardes du corps. D'ailleurs, lorsque j'ai rencontré Mohamed Sifawi, l'idée de joindre Mohamed Sifawi à ce projet, à ce livre, vient de David Reinhardt. Et lorsque j'ai rencontré David Sifawi la première fois, c'était place Wagram, on était au café, et il y avait 2 gardes du corps plantés devant nous. Et il y a un couple de juifs qui passe, il dit « Oh, monsieur Jérusalemi, bonjour, comment allez-vous, I24, tati, tata ?» Il dit « Oh, ben dites donc, vous êtes bien protégé, hein ?» Alors j'ai dit « Bah non, bah figurez-vous que c'est pour le beurre d'à côté. » Donc voilà un petit peu. Je veux juste terminer en disant que il y a beaucoup de voix, de gens de voix qui font ce travail d'Asbara, de résister à cette déferlante de haine qui s'abat sur notre peuple. Et chacun a son style. Il y a un style que j'aime particulièrement, vous le connaissez peut-être certains d'entre vous, c'est Bob Asbara. Le style Bob Asbara, c'est la dérision, c'est ridiculiser l'ennemi. Voilà David Reinhardt, on peut l'applaudir. Voilà. Non, j'ai juste dit qui était engagé. Voilà, c'est lui. Alors, de quoi je parlais maintenant Voilà. Bob Asbara, bien sûr. Donc voilà, c'est un style particulier. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune technocrate high-tech belge, juif belge. Il vit à Bruxelles et il met des clips, des vidéos sur la toile. Et c'est une sorte de stand-up, mais il a les faits, les chiffres, tout, et il démolit avec humour, vraiment en les jetant dans la dérision, démolit l'adversaire, les ennemis. C'est un style très particulier. Vous avez le style maître Jules William Goldnadel, hein, le maître avocat, qui passe à la télévision. C'est un style aussi, mais c'est une voix, c'est important, ça joue. Vous avez un copain à moi, ça fait seulement 40 ans qu'on se connaît, c'est Olivier Rafovitz, qui est porte-parole de Tsahal. On a commencé notre carrière ensemble dans l'armée, plus ou moins. Et bien qu'il soit porte-parole de Tsahal, c'est son style, le style officiel. Si vous avez bien remarqué plusieurs fois à la télévision, porte-parole officiel, mais quand on lui marche un petit peu trop sur les pieds, c'est un peu moins officiel. Et il sait se défendre. Et donc moi, on me présente comme officier des renseignements. À chaque fois, les gens disent, il y en a marre, à chaque fois, on sait que vous êtes... Ça fait. Donc officier des renseignements. Et c'est important de le dire, parce que mes analyses, c'est ça. C'est un travail que j'applique avec mon expérience d'officier de renseignement, ma connaissance du terrain, d'accord, mais aussi le véritable travail, c'est-à-dire la collecte de l'information, avoir l'info, savoir où aller la chercher. Les journalistes le savent, hein, c'est où va l'argent, d'où vient l'argent, et les déplacements de personnes et les déplacements d'argent, c'est comme ça qu'on a l'info. La trier. Si vous avez l'unité 8200,
vous avez des millions de données qui arrivent par jour dans la banque de données de l'unité 8200. Par exemple, justement, des transferts de fonds à travers le monde, toutes les listes des passagers des plus grandes compagnies aériennes. Pour repérer, donc, il faut un tri. Aujourd'hui, on a des algorithmes aussi qui aident à faire ça, l'intelligence artificielle. Mais dans ces millions et millions de données, il faut pouvoir repérer ce qui pourrait avoir un intérêt, ce qui est louche. Dans l'unité 8200, vous avez des jeunes soldats et soldates qui lisent le journal en arabe ou qui écoutent la radio en arabe. Et ils attendent de repérer le truc qui peut nous apporter l'info, le tri. C'est extrêmement important. Et puis ensuite, bien sûr, l'analyse, savoir de quoi on parle, connaître le terrain. Et pour ça, c'est une connaissance vraiment de long terme. Il faut être là beaucoup et longtemps pour commencer. Moi, j'ai eu deux expériences. Je pense que dans l'intelligence militaire, dans le renseignement, ça aide beaucoup d'être Olé Khadash. Le Olé Khadash, c'est un agent du Mossad. Il va arriver dans un pays où, des fois, il ne sait même pas la langue. Il va falloir qu'il s'adapte, qu'il s'intègre, qu'il circule entre tous les obstacles qui vont être face au Seigneur Sabra qui règne en Israël. Et donc, c'est déjà un espion, c'est un infiltré, l'Olé Khadash, le temps qui va s'intégrer. Donc, on apprend. Moi, je suis né à Paris, pas loin d'ici d'ailleurs, et donc, quand j'ai débarqué en Israël, c'était quand même un monde différent pour moi. Et la même chose pour le Proche-Orient et les Arabes. J'avais aucune idée de ce qu'était le Proche-Orient, la mentalité arabe, c'est quoi un arabe, les gens vous disent ci, les gens vous disent ça. Ça prend énormément de temps, surtout que c'est pas très facile avec eux, et c'est un peu compliqué. Surtout lorsqu'on vient avec des préjugés et une mentalité cartésienne occidentale. Donc il faut avoir tout ça. Et à la fin, c'est à force. Et je prends toujours l'exemple de la concierge du quartier. C'est l'exemple des observatrices du 7 octobre. La concierge du quartier, elle sait tout. Elle voit tout, tous les gens qui vont à droite, à gauche, et ça. Elle sait qui couche avec qui a été viré, voilà, elle a la pipelette, elle sait tout. Et donc, dès que, dans le quartier, quelque chose d'inhabituel se passe, elle va être la première à le voir. Elle le saura. Voilà, donc moi, je suis la concierge du quartier au Proche-Orient. Alors, Raphaël, une des questions que tout le monde se pose, pour laquelle on a déjà entendu 25 sortes de réponses qui sont toujours aussi peu satisfaisantes, comment a été rendu possible le 7 octobre ? Je vais être court parce que vraiment, c'est un sujet... D'abord, je pense qu'il faut attendre la commission d'enquête. Franchement, qui ne sert à rien, parce qu'il y en a eu des commissions d'enquête pour Rabin, pour Kennedy, pour tout le monde, mais bon, il faut attendre les commissions d'enquête, parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Je vais dire l'affaire très simple. Il y a horizontal et vertical. Horizontal sur la durée, et vertical le jour du 7 octobre uniquement. Horizontal, on le sait, ça commence bien avant le 7 octobre, ça commence avec l'évacuation de Gaza. Donc l'erreur de base, c'est lorsqu'Ariel Sharon unilatéralement évacue Gaza. C'est très gentil de le faire. Il faut le faire quand les choses sont mûres pour qu'on le fasse. C'est un petit peu comme l'État palestinien. Tout le monde parle d'un État palestinien. Si on donne demain matin un État aux Palestiniens, ça sera la catastrophe totale, ça sera une libanisation de cet État, ça deviendra un État terroriste, parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils ne sont pas prêts pour le faire, et les dirigeants actuels palestiniens ne sont pas capables. On le voit à Ramallah avec Abou Mazen, on le voit encore plus à Gaza, de gérer un État normal où les gens puissent vivre normalement. Et donc, le timing était mauvais. Peut-être que dans le fond, Ariel Sharon pouvait avoir raison sur un certain point, mais ce n'était pas le moment, et ça a été un moment catastrophique. Moi, je me souviens quand même que j'allais en uniforme dans Gaza City, prendre mon café, voilà. Alors, je ne sais pas qu'on s'embrassait avec tout le monde, là-bas. Il y avait des terroristes dans Gaza City. Mais dans l'ensemble, j'avais des officiers qui habitaient à Rafiach-Yam, Rafiach-sur-Mer. Et leurs femmes étaient enseignantes ou infirmières et travaillaient. Il y avait une coexistence, tant bien que mal. Mais ça marchait plus ou moins. Il n'y avait certainement pas le terrorisme et le Hamas. Lorsque Ariel Sharon a rendu donc Gaza, lorsqu'on a évacué Gaza, il a fait une demande très simple. Il a demandé au Hamas de ne pas toucher aux lieux sacrés juifs.
après l'évacuation des Juifs hors de Gaza. Le jour même, à 5 heures du matin, ils ont brûlé la synagogue de Gush Katif. Voilà un petit peu. Ce qui me rappelle, puisque ce soir, on est 30 ans après l'assassinat de Rabin, que Rabin, aux accords d'Oslo, avait demandé à Arafat de ne pas faire d'étincelles lorsqu'il reviendrait de Tunis vers Gaza. L'enfant prodigue revient de Tunis, il allait être acclamé par la population, évidemment, de Gaza, c'était un moment historique. Il avait demandé dans les accords d'Oslo, et moi j'ai travaillé avec lui quand il était ministre de la Défense, et on avait eu une réunion 2 jours avant l'arrivée d'Arafat avec Rabin, qui a dit il faut absolument, on est tombé d'accord sur ça, il va y avoir beaucoup de cérémonies, des feux d'artifice, tout ce qu'on veut dans Gaza, lorsque Arafat va arriver ville après ville jusqu'à Gaza City, mais lorsqu'il va rentrer de l'Égypte, du Sinaï, dans Gaza, à la frontière, là, c'est sans fanfare, on veut que ça soit discret. Et donc, c'est ce qui avait été convenu. Et moi, j'ai eu le bonheur ou le malheur d'être celui qui ouvrait la barrière à Yasser Arafat pour rentrer dans Gaza discrètement. Ils sont arrivés, c'était en plein désert, on avait évacué tout le monde parce qu'il y avait des soldats israéliens qui avaient envie de faire un carton. On se demande pourquoi. Et donc, il n'y avait personne. Et j'étais seul dans le désert avec un général qui s'appelle Samir Yontov. Et on a ouvert, c'est vraiment une barrière, on a ouvert cette barrière et nos collègues égyptiens ont laissé passer 2 Mercedes noirs avec Arafat et sa suite qui devaient passer et s'en aller vers Gaza, vers les villes et villages où on allait l'accueillir. Eh bien, c'était la première minute des accords d'Oslo. Les 2 Mercedes se sont arrêtés net à la frontière, après la barrière. De la seconde Mercedes est sorti un caméraman, un gars avec le micro et un metteur en scène qui disait à Arafat lui-même, qui était complètement paumé, qui lui disait tu dois faire ça, tu dois te prosterner, Allahu Akbar, embrasser la terre de Palestine. Et je me suis quand même retrouvé, j'étais en uniforme et armé pour ma protection, et j'avais quand même le derrière d'Arafat devant moi, et je me suis dit quand même c'est dommage. Bon, mais voilà. Et comme ça, je termine juste cette anecdote parce qu'elle est très marrante, mais je vais être très bref. Comme ça périclitait dès la première minute, on a décidé in extremis que j'allais aller avec eux. Et donc, j'ai tombé l'uniforme, j'étais en jean, et avec la délégation en autobus, qui étaient des gens très sympathiques, hein, la Force 17, par exemple, délégation en autobus, mais aussi des officiers égyptiens que je connaissais. Je suis monté avec Arafat jusqu'à Gaza City, incognito. Il n'y avait que les Égyptiens, Marwan, qui était Mohamed Dakhlan, qui était responsable de la sécurité, qui savait qui j'étais. Et tout ça, c'était pour voir que tout se passe bien, parce que ça partait du pied gauche, et il y avait pas mal de choses qui ont... Et donc, je me suis retrouvé, pour la petite histoire, à l'hôtel Palestine, à Gaza City, le soir de l'arrivée d'Arafat, et une journaliste égyptienne m'a demandé d'aider à décorer sa suite pour faire une interview pour la télé égyptienne, et je me suis retrouvé avec un bouquet de fleurs, et Arafat devant moi dans sa suite. Excellent. Mais justement, en permanence, quand on a balisé l'histoire, on a vu jusqu'à la restitution des otages israéliens en violation de toutes les règles qui avaient été fixées, on n'a vu que ça à travers l'histoire. C'est une longue suite de violations de tous les accords, de toutes les règles qui ont été fixées. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a passé toutes ces épreuves jusqu'à la libération des derniers otages avec un cérémonial macabre, scandaleux, ou encore la restitution de corps, où ils ont tenté de passer des corps de Palestiniens, manquant à la fois de respect aux familles israéliennes, mais également aux familles palestiniennes, puisque prendre le corps de Palestiniens et le remettre aux autorités israéliennes en lieu et place des corps d'Israéliens, c'est aussi scandaleux d'un côté que de l'autre. Est-ce qu'avec tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, l'État d'Israël, son armée, ses services de renseignement, sa population ont tiré les enseignements, on va dire après le 13 octobre, qui est la date des derniers otages vivants
qui ont été remis à Israël. Est-ce que le peuple israélien a tiré les enseignements de toutes ces coups de canif dans le contrat des gens du Hamas et plus généralement des Palestiniens? Est-ce qu'une fois pour toutes, on en est arrivé à tirer un enseignement définitif? Alors la réponse, elle est simple. Le peuple israélien, oui. Les dirigeants israéliens, moins. Voilà. Ils sont un peu trop compliqués dans leur tête. Et le peuple israélien, il a un cœur et puis il a son bon sens. Il sait très bien à qui il a affaire. On les connaît quand même, le Hamas, depuis un certain temps. C'est pas d'hier qu'on les connaît. Mais d'un autre côté, c'est des terroristes pour qui il est extrêmement difficile mentalement d'obtempérer. C'est un terroriste. Et donc, à partir du moment donné où il y a un papier qui donne une date et qui dit exactement quoi faire, il a un souci. Donc, son premier réflexe, c'est de faire le contraire. C'est un terroriste. En plus, c'est un terroriste du Hamas. Et donc, tout ce qui va pouvoir emmerder, enquiquiner, blesser, énerver, il va le faire. Et il va le faire d'une façon Hamas, c'est-à-dire cruelle, diabolique, satanique. Il faut avoir l'esprit très, très déformé pour le faire. Donc, on a affaire à des gens qui ont l'esprit déformé, qui sont cinglés. On a affaire aussi à des gens qui sont du Moyen-Orient. Et donc, la notion du temps chez eux n'est pas la même que chez nous. Chez nous, tout presse, chez eux, rien ne presse. Et lorsque Donald Trump dit « je vous donne 72 heures pour ceci, je vous donne 48 heures pour cela », il fait 2 erreurs. 48 heures, ça ne veut rien dire pour eux. Moi, j'ai eu un bédouin sur la mer Rouge il y a très longtemps qui était très sympa. J'avais mangé un bon poisson grillé qui venait de pêcher. Et il m'a dit, demain, je t'amène à 5 heures, je t'amène un poisson. Tu n'as jamais mangé un poisson comme ça. 3 jours après, à 5 heures, il m'a amené un poisson à manger. Et donc, ça, c'est quand même... Ben oui. Mais bien sûr, en plus, il joue la montre, c'est évident. Alors, c'est l'erreur de Donald Trump, c'est de leur donner des échéances, des dates, et leur dire, vous avez tant de temps, parce que quand on dit à un mec du Hamas, vous avez 48 heures, il dit, ça fait au moins 49-50, si c'est pas plus. Donc déjà, il a les 48 où il va s'arranger pour faire je ne sais quoi de néfaste. Rien de bon n'en sortira. En fin de compte, le terroriste, le fanatique, préfère faire du mal à l'autre que se faire du bien à soi-même. Ok ? Il préfère tout retarder que d'avancer. Et donc, c'est l'erreur. C'est une erreur qui a été au niveau justement de ce qu'on a dit, l'horizontal et la verticale. Donc, à l'horizontale, il y a une erreur qui n'est pas du tout celle des Israéliens, du peuple israélien, mais bien des dirigeants, d'une politique qui, pendant plus de 20 ans, a trouvé, ils n'avaient peut-être pas tort tout au début, mais pendant 20 ans, on a trouvé que c'était bien d'avoir le Hamas. C'est bien d'avoir le Hamas parce que ça divise les Palestiniens. Et donc, voilà. Et bon. Et ça a duré très longtemps. Pendant ces 20 ans-là, ok, les Palestiniens étaient divisés. Il y a eu des échauffourées entre l'OLP et le Hamas sans arrêt. Ils étaient divisés, comme donc pas besoin de négocier. Voilà. Le problème, c'est pendant ces 20 ans-là, on a creusé des tunnels, on a bâti des roquettes, on s'est monté une véritable armée. Le Qatar a envoyé des milliards, pas des millions, des milliards. Pendant 20 ans, on a créé un monstre. Et c'est Israël qui l'a créé. C'est Made in Israël, le Hamas. C'est nous qui l'avons mis en place, c'est nous qui l'avons laissé en place, et c'est nous qui l'avons laissé se renforcer. Ça, c'est juste un petit peu avant le 7 octobre. Après, ça c'est au niveau politique. Au niveau sécuritaire, militaire, un échec encore plus grave. Parce qu'au niveau géopolitique, on peut se mettre le doigt dans l'œil, mais l'intelligence militaire, la Shabak, se sont laissés endormir par le Hamas. Le Hamas ont été très malins, ils nous ont laissé croire. On a commencé à jouer, c'était à peu près 1 an ou 2 avant le 7 octobre, la carte socio-économique, la carte humanitaire. Des permis de travail, il y a des milliers de Gazaouis pour venir travailler en Israël, beaucoup plus de liberté de circulation des marchandises, beaucoup de business entre Israël et Gaza, et donc le Hamas, voyant ça, s'est dit, bonne affaire, en plus le Hamas, tout ce qui bouge, c'est un racket, hein. Tout ce qui sort et rentre de Gaza, c'est 15% pour le Hamas. C'est comme la dîme du Moyen-Âge, c'est un racket. Le ciment, les tomates, quoi qui bouge, c'est 15% qui sont prélevés par le Hamas, donc bonne affaire.
Et ils ont arrêté, plus ou moins, de nous menacer sur le plan des attentats, et même des roquettes, beaucoup moins, en mettant l'accélérateur plus sur la Judée-Samarie. C'était les mecs du Hamas en Judée-Samarie, on fait beaucoup d'attentats, Gaza calme. Et donc, effectivement, j'y ai cru moi-même, hein, donc je peux dire, nous nous sommes laissés endormir, on a dit, ça a l'air de marcher, ils ont l'air de comprendre que ceci, cela. Et ça c'est en utilisant notre ressenti, mais maintenant, quand vous voyez le nombre de kilomètres de tunnels et l'armement qu'ils avaient, etc., il y a un souci avec l'intelligence militaire sûre. Ça, c'est sur la durée. Maintenant, au vertical, bon, eh bien, tout le monde le sait. Au vertical, ça part des observatrices sur le terrain, des jeunes soldats sur le terrain, jusqu'au Premier ministre. Et là, au vertical, c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre la commission d'enquête, il faut savoir à quel moment et comment cette information à la base va être déformée ou mal interprétée ou bloquée. Et je commencerai quand même par le tout début, lorsque la vingtaine de jeunes soldates observatrices, elles avaient d'abord vu déjà, elles avaient averti déjà avant, parce qu'elles avaient vu que chaque semaine, pendant plusieurs semaines, il y avait des mouvements, les fameuses Toyota et d'entraînement du Hamas, qui étaient de plus en plus fréquents et de plus en plus nombreux sur le plan des troupes. Mais ce jour-là, lorsqu'ils ont voulu avertir, dire il y a une attaque qui se prépare, leur chef immédiat, qui était une jeune capitaine, leur chef immédiat dit votre job à vous, vous êtes des yeux. Vous devez nous rapporter ce que vous avez vu. Après, ce sont les autres qui vont interpréter. Vous n'avez pas le droit de dire ce que c'est. Vous devez dire juste ce que vous avez vu. Donc c'était déjà à ce niveau-là, déjà plus ou moins coincé. Ce qui allait à l'encontre, en fait, dans le 7 octobre, c'est passé ce qui n'était jamais passé en Israël, et on a commis toutes les erreurs qui étaient à l'inverse de la grande tradition israélienne. Une erreur, ça a été donc de ne pas écouter l'homme sur le terrain. La différence de Tzahal avec beaucoup d'armées dans le monde, c'est que l'officier supérieur est à l'écoute des troupes, du simple soldat, l'armée du peuple, hein, c'était une des erreurs. Au niveau politique, c'était aberrant, parce qu'on n'avait jamais vu, quand il y a une guerre qui se déclare en Israël, qu'on n'arrive pas à faire un gouvernement d'union nationale pour affronter la guerre. Dans toutes les guerres d'Israël, hein, je vous assurer que les vieux dinosaures du Mapai, Mapam et du Khérout, c'était pas des tendres. Hein. Ils ont quand même réussi, quand il y avait du grabuge, à se mettre ensemble, à se souder, à faire le travail, et après se réengueuler joyeusement quand c'était fini. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Donc, c'est quand même une conjonction de beaucoup d'erreurs. La confiance exagérée dans les moyens électroniques, bien sûr, l'intelligence humaine, c'est irremplaçable. J'en donnerai un ou deux exemples après, mais c'est irremplaçable. Et donc voilà. Et au niveau donc vertical du 7 octobre, il y a ce problème de à quel point je sais qu'il y a eu un cafouillage déjà au commandement sud. Donc dans les services de renseignement et d'opération du commandement sud, ça a commencé à cafouiller. Il y a eu des hésitations, mais après l'information est quand même passée assez rapidement vers le quartier général. Le chef de l'intelligence militaire était en vacances à Eilat avec sa famille, Simchat Torah. Il a reçu un coup de fil. Benjamin Netanyahu a reçu des coups de fil. Beaucoup de gens ont reçu des coups de fil. Maintenant, ce qui leur a été dit, pas dit, c'est là le problème. C'est le téléphone arabe. Hein. Vous partez de là. Le message peut être déformé, mal interprété. Voilà. Mais c'est quand même une conjonction de beaucoup d'erreurs qui sont nos erreurs. Nos erreurs. Alors, dans cet écosystème islamiste planétaire, on a quand même des relais du Hamas au niveau de médias comme Al Jazeera, on a des pays comme le Qatar, on a des pays comme la Turquie qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que tous les islamistes de la planète. Comment Israël s'est retrouvé à devoir gérer comme médiateur un État qui est complètement favorable au Hamas et qui partage son idéologie comme le Qatar. Comment on peut arriver à dire, au lieu de prendre l'Égypte comme médiateur, pourquoi être allé chercher le Qatar et pourquoi on est dans cette situation où un ennemi déclaré d'Israël se retrouve en position de médiation? La réponse, elle va être courte, hein, c'est les Américains.
C'est tout. C'est les Américains qui ont insisté pour que le Qatar joue un rôle. Le Qatar a payé beaucoup d'argent un peu partout. Et donc, il y a des intérêts qui n'ont rien à voir avec Israël et le Hamas là-dedans. Beaucoup d'intérêts financiers. Il y a des intérêts militaires stratégiques des Américains dans cette région avec une base importante au Qatar. C'est une pression américaine. Il y a eu aussi quand même, mais ça, je ne veux pas en parler parce que là, on est loin, loin d'avoir toute la vérité sur l'affaire. Il y a le Qatar Gate. C'est quand même très bizarre. Bon, ça, c'est un truc bizarre, mais je ne veux pas m'étendre parce qu'on est encore au début. À mon avis, on est juste au début, le haut de l'iceberg de ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, c'est assez amusant parce que quand, dans le métro en arrivant, il y a à peu près la moitié des gens importants en Israël sont ou en procès ou en prison. Donc, ça devient un petit peu catastrophique, mais il n'y en a plus beaucoup qui sont encore en liberté. Et donc, ceci étant dit, il y a cette pression américaine, et c'est vrai que les Égyptiens ont toujours été très fiables, surtout les services secrets, le chef des services secrets. Moi, j'ai travaillé plusieurs années avec les services secrets égyptiens, intelligence humaine, donc des rapports humains, extrêmement important d'avoir ce rapport, et ils ont toujours été très fiables sur ce plan-là. Mais il faut bien comprendre une chose. Je crois que ce qu'on n'a pas compris, même moi, je ne l'ai pas compris dès le départ. Dès le départ, on s'est dit, c'est horrible ce qui s'est passé, les massacres, les otages, allez, on rentre dans Gaza et on y va. Mais en fin de compte, dans l'histoire militaire en général, celui qui a les otages a le dessus. Il n'y a rien à faire. Donc, à partir d'un moment donné, alors bien sûr, c'est seulement par rapport... Si c'est des otages, quand c'était au Moyen-Âge de l'Antiquité, c'était des otages de marque. Ça voulait dire que l'ennemi en face, c'était pas parce qu'il avait attrapé 20 soldats de Perse. Non, ça, il s'en foutait. Mais quand il y avait un prince, une princesse qui étaient en otage, il y avait une négociation, c'était pris au sérieux. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, il y a pas mal de pays, vous pouvez leur prendre des otages, ils s'en tapent, ils vont rien faire. Inclus la Russie, Poutine, vous pouvez vous prendre tous les otages que vous voulez. Bye bye. Mais là, ils ont affaire à un pays où la sacralité de la vie est telle que chaque vie compte. Il y a une tradition aussi qui aussi n'a pas été respectée, parce qu'elle est respectée maintenant, mais elle n'a pas été respectée pendant 2 ans. C'est ne laisser personne derrière. Pendant 2 ans, on a eu 2 objectifs. Et j'ai toujours dit, c'est pas possible. Quand on fait une guerre, il faut avoir un objectif. Il y avait déjà bordure protectrice, où moi j'allais à I-24, et bon, on savait qu'on avait été attaqué par le Hamas et qu'on ripostait. Mais dire quel était l'objectif de l'opération bordure protectrice, ça m'a pris 2 semaines avant de pouvoir dire quel était l'objectif. Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce que c'est une reconquête de Gaza? Est-ce que c'est tuer tous les gens du Hamas? Est-ce que c'est... voilà, je n'avais... Alors, à la fin, le gouvernement s'apercevant effectivement que personne ne comprenait quel était l'objectif, a trouvé l'objectif de les tunnels. C'est devenu le truc, on doit détruire les tunnels. Et là, cette fois-ci, pendant ces 2 ans, on a eu, tout le monde nous a mis sous le nez 2 objectifs. 1, démantèlement du Hamas, 2, libération des otages. Alors si déjà, et sorry Mr. Government, mais c'est 1, libération des otages, 2, extermination du Hamas, qui est d'ailleurs pas possible, mais admettons, pour la simple raison que les otages ne pouvaient pas attendre, et le Hamas peut attendre. Et quand on vient à chaque fois avec une autre revendication par rapport à un objectif, ça dépend de l'autre objectif. Et c'est ça qui nous a mis dans le pétrin. Parce qu'à chaque fois, on allait dans une direction qui était offensive militaire, pression militaire qu'il fallait, parce que le plan Trump n'aurait jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu le travail fait par Tsahal de l'affaiblissement du Hamas. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, cette pression militaire était aux dépens des otages. Et la même chose lorsqu'on voulait s'occuper des otages, alors il fallait y aller avec des pincettes pour les attaques, pour les épargner. Mais dans l'ensemble, il fallait à un moment donné ou à un autre décider quel était l'objectif. Et je le dis et le répète, dans la tradition juive, dans la tradition de Tsahal, l'objectif ne pouvait être principal que les otages. Je peux vous assurer que chaque soldat qui se battait dans les rues de Gaza, lorsqu'il avançait dans les rues de la Casbah de Gaza, son rêve le plus cher n'était pas de tuer 100 Palestiniens par jour, 100 Hamasniks par jour.
Son rêve, c'était d'ouvrir une porte et de tomber sur un otage et de le libérer. C'était ça. Et voilà. Et donc, je dis toujours aussi, parce qu'on a ces chiffres terribles de combien de centaines de terroristes on a libérés. Donc le Hamas peut attendre et eux aussi peuvent attendre. Il y en a beaucoup qui sont des morts vivants. De ceux qu'on a libérés, on va les retrouver très très vite. Et c'est pour ça qu'on a voulu qu'ils soient pas trop loin, en Judée-Samarie, en Égypte, pas toujours trop loin, pour qu'on puisse, le moment venu. Mais dans l'ensemble, ce qui est important, c'est que le calcul juif, dans ce genre de situation, c'est un calcul très difficile, qui choque justement l'esprit cartésien ou occidental ou français. C'est qu'on ne calcule pas comme ça. C'est pas 1, 1000 ou 2000. C'est 1 qui représente un principe tel que peu importe le nombre qu'il y a en face. C'est ça qui est important. De toute façon, franchement, quand vous dites est-ce qu'un otage vaut 1000 terroristes, franchement, un otage israélien, pour moi, il vaut aussi 10 000 terroristes. Eux, ils valent rien. Ils n'ont aucune valeur. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas sur un boulier. On est sur un système de calcul qui est complètement différent, qui est Nefesh Achat, une seule âme. Voilà. Mais cependant, la question des otages, elle ne date pas du 7 octobre 2023. Si on pense aux familles qui, depuis 2014, attendaient le retour de 2 otages, Oron Shaul et Hadar Goldin, donc depuis 2014... Et 2 otages vivants. Ouais. Il y avait 2, oui, il y avait 2 otages vivants. Mais l'idée que, comme vous l'avez dit, on ne laisse pas un soldat derrière, c'est ce principe-là qui correspond au principe juif du Pidyon Shvuim, du rachat des prisonniers, qui est un principe considéré dans les textes fondamentaux du judaïsme comme ce qu'on appelle la mitzvah agdola, la grande mitzvah. Donc, cette tradition de l'État d'Israël, de l'armée et les principes juifs allant exactement dans le même sens, comment on a pu attendre si longtemps alors qu'en 2014, il y avait 2 soldats qui avaient été kidnappés et tués et dont les corps n'étaient pas rendus, et on avait l'impression à chaque négociation avec le Hamas que cette question était laissée pour compte et qu'il n'y avait pas le sentiment que tout était entrepris pour retrouver les dépouilles de ces 2 soldats. Comment c'est possible d'en être arrivé là depuis si longtemps, c'est-à-dire 11 ans? Oui. Ouais. Mais ça, je ne peux pas rentrer dans ça parce qu'il y a beaucoup de politique là-dedans et moi, je ne suis pas un politicien. J'ai aussi partagé ça, cette impatience. Il faut utiliser parfois juste son bon sens, son ressenti. Donc, c'est pour ça que je fais la différence entre le peuple et les dirigeants. Et donc, là, c'est pareil. C'était impensable que ces gens restent là si longtemps, inclus Gilad Shalit. On oublie trop souvent les 2 otages vivants, avec tout le respect pour les morts. Il y avait quand même un jeune musulman israélien et un jeune éthiopien. C'est vrai que les 2 ont passé la frontière de leur propre gré, entre guillemets, mais c'était 2 jeunes qui étaient un petit peu mentalement fragiles. Eux étaient vivants, mais des citoyens de seconde zone, je pense. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très, très blessant, mais je préfère ne pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué. Et je préfère revenir sur le fait que de toute manière, avec bonne volonté ou pas bonne volonté, celui qui détient les otages est en position de supériorité et peut exiger. Et la véritable réponse, c'est en fait d'accepter les revendications et de libérer les otages. Pour une simple raison, puisqu'on a parlé de ces 2 objectifs, je répète, c'est normal, parce que c'est à force de passer. Mais dans les livres d'histoire, aujourd'hui, on va pouvoir relater cette campagne du post-7 octobre comme une victoire d'Israël. Parce que les otages, même si beaucoup sont morts en chemin, les otages sont revenus à la maison. On aurait pu tuer tous les gens du Hamas, jusqu'au dernier. Mais on n'aurait pas libéré nos otages, on n'aurait jamais pu parler d'aucune victoire. C'était une défaite totale. Il reste quand même 8 corps oui, enfin, là en ce moment, il y en a, ce soir même, il y en a un qui vient d'arriver en Israël. On ne sait pas si c'est, on espère que c'est un otage et pas encore une invention du Hamas.
C'est peut-être Radar Goldin, je pense. On espère qu'on sait où il est. Il y en a à peu près 5 dont on estime qu'effectivement le Hamas ne sait pas où ils sont ou n'est pas capable de les trouver. Et il y a une autre théorie, parce que ça, moi je l'ai vécu, j'ai été à un moment donné responsable des Missing in Action, des disparus. Et donc on recherchait, inclus Ron Arad, donc les recherches de disparus avec des équipes qui, par exemple, on a recherché des disparus des guerres contre l'Égypte, des 6 jours et de Kippour, dans le Sinaï, aller chercher des corps de soldats qu'on n'en avait pas retrouvés. Et les Égyptiens, à plusieurs reprises, alors que les enquêteurs approchaient du but, nous ont mis des bâtons dans les roues. Et la raison, elle est simple, je vais vous donner un exemple. Nos enquêteurs dans le Sinaï arrivent dans un village où ils pensent ils vont trouver un cadavre de soldats israéliens, et là, ils voient qu'il n'y a pas de coopération des autorités. Mais en fin de compte, on y arrive avec beaucoup de marchandage, on arrive et on déterre ce soldat israélien, mais sans sa tête. Et quelques semaines plus tard, les enquêteurs ont trouvé des documents dans la région, des photos de soldats égyptiens jouant au football avec la tête. Et je pense que c'est une possibilité que certains cadavres ne veulent pas être remis par le Hamas pour qu'on ne découvre pas à quel point ils ont été maltraités. Voilà. Je pense qu'ils préfèrent ne pas les rendre que de nous rendre quelque chose parce que l'autopsie révélerait les atrocités qu'ils ont commises. Alors Raphaël, la grande question qui a été la nôtre globalement sur toute la planète, le 8 octobre 2023, ce n'est pas un monde entier solidaire de ce qu'a subi Israël, mais une vague incroyable d'antisémitisme forcené avec une solitude énorme pour nous dans tous les pays du monde, le sentiment qu'il n'y a pas d'abonnés au numéro que vous demandez, les gens nous laissent tomber, nous vouent une hostilité globale, nous assignent à identité, en grande partie, nous assignent à identité, c'est-à-dire qu'on est tous des Bibi Netanyahou potentiels parce qu'on est juif et parce qu'on aime Israël. Comment faire face à cette vague incroyable d'antisémitisme tout en, il faut toujours chercher le juste qui existe, tout en remarquant que par ailleurs, il y a des gens exceptionnels qui ont manifesté un soutien, un engagement particulièrement fort à l'égard du peuple juif et d'Israël. Mais ce qu'on voit, c'est les minorités agissantes et pas forcément les majorités sympathisantes. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça ? Quels sont les moyens que vous préconisez pour être en mesure de lutter contre ça ? Alors, d'abord, moi je suis ça 3 moins semaines et vous nous pessimiste. expliquez. Non, mais je suis moins pessimiste que vous. Moi, je pense, je rencontre en France énormément de gens qui ne sont pas hostiles à Israël et pas hostiles aux Juifs. Je sais pas, personne n'a les chiffres, mais je crois que les antisémites font beaucoup de bruit et qui ne sont pas aussi nombreux que ceux qui font moins de bruit. Et je reste optimiste du fait que j'ai circulé. Alors maintenant, David Reynard, mon éditeur, est témoin des boycotts que nous subissons. C'est certain. Des libraires, pas plus tard qu'aujourd'hui, le 14 décembre, je vais à Caen. Je ne savais pas qu'il y avait encore des juifs à Caen, mais il y a à Caen faire Hanouka. Et la dame qui organise cet événement est allée chez le libraire avec qui la communauté travaille quand il y a un conférencier qui vient pour les signatures. Elle lui a dit, ben voilà, je voudrais... ma femme a vérifié après, tous mes livres sont en vente quand même dans la librairie, enfin les romans, mais je crois qu'ils vont les enlever. Et donc elle vient, elle demande, est-ce que je peux commander pour notre tribune de guerre ? Et là, elle a appelé David Reynard pour lui dire qu'elle avait reçu un discours antisémite violent, pro-palestinien, enfin odieux. Voilà, donc... j'ai été, il y a quelques mois,
J'étais invité à Lausanne, et c'était pour la littérature, pour mes romans. Et le thème de mon exposé, rien à voir, j'étais invité par le Cercle littéraire de Lausanne pour parler de tout ce qui n'est pas les mots dans la littérature. Ce qui n'est pas les mots dans la littérature, c'est la musique, la construction des phrases, les non-dits, voilà. Eh bien, j'ai été désinvité à la dernière minute parce que les membres du comité pensaient que le moment n'était pas opportun, voilà, d'avoir un criminel de guerre qui parle de littérature. Voilà. Donc, c'est sûr que l'antisémitisme est là. Mais je vais vous dire une chose. Cet antisémitisme, on parle de monter, de pas monter, il était là. Le 7 octobre, c'est juste un déclencheur. C'est un déclencheur. Mais il y a deux éléments. Le premier, cet antisémitisme, cette vague-là, cette déferlante-là, ça n'a rien de spontané. Il n'y a personne, ni à Sciences Po, ni à Matignon, ni je ne sais pas où, qui s'est levé un matin en sentant pour les pauvres Palestiniens. Il n'y en a pas un. Par contre, ce qu'il y a, c'est une campagne, mais à des milliards, parce qu'on va parler de ce que nous, on peut faire face à ça. Des milliards de pétrodollars, Qatar en tête, qui, tentaculairement, s'immiscent partout, se construit une image de marque et a créé aussi une marque. Comme on a créé Coca-Cola, ils ont créé le kéfir. C'est tout. Ils ont vendu une marque. Ils ont vendu un slogan de la rivière à la mer, le kéfir, le truc, voilà. Et aujourd'hui, pour certains jeunes, il y a deux choses qui sont sexy pour être à la mode, c'est avoir des Nike et un kéfir. Ok ? C'est une campagne. C'est avec beaucoup d'argent. Je dis toujours, Paris Saint-Germain, ça coûte très cher. Sciences Po, beaucoup moins cher à acheter, et Macron, encore moins cher. C'est très facile de les acheter. Et donc, c'est ce que Qatar a fait, ça c'est beaucoup d'argent. En plus, si vous regardez, si vous allez voir sur les réseaux sociaux, parce que ça vient surtout des réseaux sociaux, tout ça, un travail de fond, souterrain vers la jeunesse, les sites pro-palestiniens, les plus minables, sont des sites qui coûtent très très cher à entretenir. Je souhaite au ministère des Affaires étrangères israélien d'avoir un site internet aussi élégant et riche que les sites pro-palestiniens. C'est des sites qui sont payés à coût de beaucoup d'argent. Les contenus sont écrits par des professionnels de la propagande, de l'écriture, des gens qui savent écrire, qui savent s'adresser au public différent et ciblé. C'est des publicitaires, c'est des marketeurs. Et donc, ça, c'est énormément d'argent, c'est énormément de puissance. Et ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu de la propagande anti-israélienne, il y a toujours eu des journaux anti-israéliens. La seule différence qu'il y a eu, et qui a joué à leur avantage, c'est vrai, c'est un terreau fertile. Ils ont trouvé une génération, une jeunesse de paumés, en crise identitaire, qui se cherchaient. Certains ont heureusement décidé qu'ils allaient Greenpeace sauver les baleines, mais pas tous. Et donc, on leur a offert sur un plateau à des jeunes qui étaient un peu dans les vapes, un peu paumés. On leur a offert tout d'un coup une cause à défendre, avoir un standing, avoir l'air de quelqu'un, et le drapeau palestinien. J'en veux pour dernière preuve l'occupation de Columbia University. Alors, Columbia University, d'abord, tout le mouvement commence avec déjà des gens qui ne sont même pas de l'université. Hein, des provocateurs payés qui s'immiscent à travers, qui se mélangent aux étudiants et qui font monter la vapeur. Et puis en plus, dès que les étudiants décident d'occuper, tout d'un coup, on voit arriver des tentes. Moi, je me souhaite d'aller en vacances, des tentes, des sacs de couchage, des McDonald's, des pizzas, des takeaway, en veux-tu, en voilà, des drapeaux et des Palestiniens, des kéfiers par carton entier. C'est tout payé. Alors, face à ça, que faire ? J'étais à Lausanne avant-hier, je crois, et il y avait une représentante de... Ah oui, voilà, nous avons un représentant de Suisse. La Suisse est là. Bienvenue. Et donc, et il y avait une représentante de Nous Vivrons. Ok, Nous Vivrons, c'est un petit mouvement. Et la réponse de Nous Vivrons, c'est la réponse. On n'a pas l'argent du Qatar, c'est la provoque. Pour être médiatisé, pour que ça passe, il faut provoquer. Donc, Nous Vivrons, lorsqu'elles se mettent, elle nous a raconté une manif où elles se mettent, elles sont qu'une trentaine, devant le monument du Veldiv, et empêchent les gens d'LFI de mettre une gerbe sur le mémorial du Veldiv, la presse les prend en photo et ça passe. Et ça a été médiatisé. C'était 30 nanas.
qui ont réussi à... Donc, de la provoque. Moi, de temps en temps, je me permets de le faire dans certains articles. Je me lâche un peu, à LCI encore un peu plus. Donc, de temps en temps, j'y vais un petit peu aussi. Et effectivement, lorsqu'on fait ça, même si c'est pour dire regardez ce qu'il a dit, eh ben, il l'a dit. Et donc, c'est partout sur le Twitter, c'est ce criminel de guerre, ce salopard de Jérusalem, ancien machin. Il a dit, mais c'est repris. Alors ça, c'est le gaspillage qu'on fait évidemment à se battre contre cette vague énorme. Je vais dire deux choses. La première, il faut savoir aussi, alors il y a un autre livre chez David Reynard qui s'appelle le manuel, il a un tout petit peu vieilli avec le Covid, mais le manuel contre l'antisémitisme et la désinformation, où je donne certains conseils pratiques. Et en fait, nous, en tant que juifs, chacun, on doit jamais laisser passer rien d'abord, ne jamais laisser rien passer. La moindre insulte, ne jamais. Mais en plus, nous ignorons souvent nos capacités en tant que citoyens et possibles meneurs d'action citoyenne, même individuellement. Et je vous donne juste un petit exemple pour détendre un peu, pour s'amuser. La presse. Cette énorme machine de la presse. Alors d'abord, les journalistes, c'est un public un peu spécial, à part certains, pas tout le monde est Raymond Aron. Hein. Donc les journalistes, ils reçoivent le truc de l'AFP, ils regardent, ils arrangent ça un petit peu et plaquent, et c'est un article. Donc en général, ils sont paresseux. Ça peut être utilisé dans le bon sens. On peut exploiter cette paresse. Ou alors il faut mettre en presse, se mettre sous presse, etc. Mais dans l'ensemble, nous nous omnubilons. Et c'est pour ça qu'on parle de ceux qui font beaucoup de bruit, mais on s'obule. Quand on parle de la presse écrite, par exemple, on parle de Libération, Le Monde. Des articles horribles de Libération et du Monde. À vomir, oui, c'est vrai. Et on oublie qu'une chose, c'est que si nous, on veut agir, ça va nous servir à quoi d'aller faire un droit de réponse? Je dis, ne faites jamais un droit de réponse dans Libération, dans Le Monde. D'abord, pour une première raison, c'est que votre droit de réponse, vous allez attaquer quoi? Vous allez attaquer un article en première page sur Libé où les horribles Israéliens massacrent les enfants palestiniens. Vous allez avoir un droit de réponse, mais il ne sera pas en première page. Hein. En page 24. Il sera, voilà, page 24. Et à côté, comme par hasard, il y aura deux analyses je ne sais pas qui vont vous démolir votre droit de réponse. Donc c'est le piège à con, j'ose le dire, le droit de réponse. La carte blanche. Mais surtout, pourquoi Libération et Le Monde? Je vous assure qu'aujourd'hui, pas grand monde lit Libération et Le Monde. C'est des journaux qui sont... Demandez-le à Drey, Libération, il perd du fric. Et donc, si vous voulez atteindre un public, atteignez un public plus large. Et je prends des exemples, parce que je me suis énormément amusé avec ça. C'est des canulars, il ne faut pas perdre son sens de l'humour quand même. Donc des canulars. Et j'ai écrit, par exemple, à Elle Magazine. Et j'étais une femme qui parle aux femmes. Et à travers quelque chose qui était très féministe, en fin de compte, j'ai placé mon truc. J'étais un ancien résistant. Et quand vous avez quelque chose qui passe dans Elle Magazine, vous atteignez 10 fois plus de monde que Libération. Un autre journal intéressant, c'est Le Pèlerin. Le Pèlerin, c'est dans les 300 000 foyers cathos qu'il reçoit. Et quand on dit 300 000 foyers, c'est Pépé, Mémé, Tonton, Tata, tout le monde le lit, Le Pèlerin. Et donc vous atteignez presque 1 million de gens. Et donc je me suis créé, c'est resté d'ailleurs dans mon email, donc je me suis créé un personnage, Hubert de Sainte-Ville, très catho, c'est Jérusalemi de Sainte-Ville. Et donc très catho, très bio, très tout de la province française profonde. Voilà, d'une façon très châtiée. Voilà. Et donc, je dis ça, mais il y a des possibilités de faire beaucoup de choses, des actions citoyennes. Et donc, je pense qu'il faut un petit peu garder tout simplement notre sens de l'humour. Car je crois que c'est la chose qui nous reste et qui nous a... Alors maintenant, je voudrais juste terminer en disant, nous avons perdu la guerre des images. On dit on a perdu la guerre des images. Mais je ne suis pas du tout d'accord. Les images qui ont gagné, ce sont des images de haine et de mort qui ne mèneront qu'à la haine et à la mort. Elles sont donc destinées à ce qu'elles étaient, c'est-à-dire à mal terminer. Ça va se mal terminer pour nous peut-être, ça c'est possible, mais ça va se mal terminer pour eux.
ça va mal se terminer pour la démocratie en France, ça va mal se terminer pour l'éducation des jeunes, ce sont des images. Nous, on a gagné la guerre des images parce que nos images sont belles. Nos images sont des images de la paix et surtout l'image que nous avons de nous-mêmes. Tant que nous gardons notre dignité, notre identité, notre image de nous-mêmes, on n'a pas perdu la guerre des images, puisque notre image n'a pas été impactée véritablement. Et puis, je terminerai en disant tout de même qu'avec tout le respect pour la guerre des images, tout le respect pour les médias, gagner la guerre des images, des médias, c'est quand on gagne la guerre tout court. Et c'est parce qu'on a gagné la guerre tout court qu'on a gagné de toute façon, parce que je vous assure qu'ils font caca dans leur culotte de jalousie lorsqu'ils voient les victoires incroyables de Tsahal, comment on a éliminé les pires salopards n'importe où dans le monde, en plein Téhéran, comment on a réussi à attaquer. Quand on a fait ce genre d'exploit, je peux vous assurer qu'on a gagné tout court et c'est pas besoin de gagner la guerre des images. Voilà. Alors, avant de vous passer la parole, je vais poser une dernière question. Raphaël, entre nous, comme une question juive classique. Trump, c'est bon pour nous? Et voilà. Et ben, c'est bon pour nous tant que c'est bon pour nous. Et puis un jour, ça sera peut-être moins bon pour nous. Pour l'instant, c'est bon. Voilà. Pour l'instant, c'est bon. Après, on verra. Le seul problème, c'est que M. Trump, il comprend pas certaines choses. Et la pire, pour moi, le plus gros problème, c'est effectivement sa relation avec le Qatar et la Turquie. C'est le fait qu'il fasse entrer... Il y a un problème? Non, Jérémy, si tu peux passer 2 micros pour que ce soit plus efficace. Et on a 2 bénévoles qui vont passer les micros. Alors, je vous rappelle une petite chose quand même. L'intervenant, le conférencier, c'est Raphaël Jérusalemi. Vous êtes là pour poser seulement des questions. Le jour où vous souhaitez donner une conférence, faites-nous signe, on vous donnera la tribune. Mais ce soir, vous allez vous contenter, s'il vous plaît, comme il y aura beaucoup de questions, de poser des questions très courtes et non pas de faire un discours. On est d'accord avec le deal? Tout le monde est d'accord? Ok. Alors, on va pouvoir poser une première question. Bonsoir. Merci beaucoup et merci pendant ces 2 ans de nous avoir donné, de nous avoir parlé à nous en France. On vous a écouté avec beaucoup de désespoir, mais votre parole était toujours très très juste, très pertinente et volontaire. Et donc ça question. La question très simple. Non, continuez. Très simple. Moi, j'aimerais que vous parliez du futur, de ce qui va se passer dans les 6 mois, dans les 1 an à venir. Trump est en train de tenir Netanyahou par le col, mais aussi le Qatar. Ils sont en train de mettre en place une armée à Gaza. Voilà. Quelle est votre analyse de ce qui va se passer dans les 6 mois, 1 an? Ok. Alors, quand moi j'ai commencé le renseignement militaire, on nous a appris qu'une prospective à long terme dans l'intelligence israélienne au Proche-Orient, c'est savoir ce qui va se passer demain matin. Voilà, parce que beaucoup de choses se passaient, puisque maintenant, en ce moment même où nous parlons, on ne sait toujours pas si on va vers la phase 2 de ce fameux plan de Trump ou si on va faire une reprise des combats. Donc, on est un petit peu dans le flou. Donc, la reprise des combats, c'est pas la peine d'en parler. Si on est reparti pour un tour, on est reparti pour un tour. Espérons effectivement que le plan de Trump va avancer. Je peux vous garantir une chose, c'est qu'il avancera comme il avance maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque étape et à chaque phase de ce plan, il y aura des problèmes, des bâtons dans les roues, des gens qui vont se réveiller. Et donc, il va falloir être extrêmement patient. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une épreuve que nous traversons avec nos cadavres otages. Le jour va où la chandelle. On est en train d'avaler beaucoup de couleuvres. Hein. Libérer des terroristes, évacuer les zones pour lesquelles les soldats se sont battus et sont tombés. On a payé un prix exorbitant. Le jour en vaut la chandelle si effectivement il y a la Pax Americana, la Pax Trumpiana, avec des normalisations avec l'Arabie Saoudite. Elles existent, hein, elles ont toujours existé, ces contacts avec ces pays-là. Et je pense qu'on pourrait y arriver, on pourrait effectivement aller vers un Proche-Orient. Et lorsque je regarde, en fin de compte, la carte du monde,
Lorsqu'on voit la guerre russo-ukrainienne, lorsqu'on voit ce qui se passe en Amérique latine et même en Amérique du Nord par rapport à l'Amérique latine, etc., etc., l'Afrique n'en parlons même pas, l'Asie n'en parlons même pas, j'ai l'impression qu'effectivement, avec un peu de bol, le Proche-Orient pourrait devenir la région la plus sereine, la plus productive. Ça pourrait devenir quelque chose d'assez idyllique, parce qu'il y a tout le potentiel est là. Il suffit évidemment de faire tomber certaines digues, certaines choses, mais aujourd'hui, c'est là, on nous fait miroiter, mais je pense qu'on a raison de nous le faire miroiter. C'est peut-être jouable. Je peux vous garantir que tous ces pourparlers, ce sont des pourparlers au niveau politique. Et nous, les militaires, on a toujours été très frustrés de combien de temps ça prenait aux politiciens pour faire quelque chose. Alors qu'au niveau militaire, ça va beaucoup plus vite. Et je vais vous donner 2-3 exemples. Mon travail était à un moment donné d'être officier de liaison de l'intelligence militaire israélienne avec les services secrets des armées arabes. Tous. Donc j'avais, de façon routinière, des rendez-vous et des contacts, bien sûr avec les Égyptiens avec qui nous avions la paix, avec les Jordaniens avec qui nous travaillions à la paix, les Palestiniens quand ça a été les accords d'Oslo, mais aussi les Saoudiens, les Syriens, les Koweïtiens, selon les cas. Et c'était quoi, ce travail? On n'était que 2 dans cette salle qui avaient ce job un peu bizarre. C'était justement éteindre les incendies. Quand, parfois, aux politiques, personne n'avait intérêt que ça pète. Je vais vous donner 2 petites anecdotes qui sont assez courtes. La première, c'est un beau jour, en mer Rouge, au sud d'Elat, un bateau patrouille missile de la marine israélienne est là, dans la mer Rouge, et le gars qui est à la barre, physiquement, textuellement, s'endort. Et le bateau missile s'échoue, paf, sur les côtes de l'Arabie Saoudite. Sur des plages en Arabie Saoudite. Il est envasé. Problème, bien sûr, et les Saoudiens ont bien compris qu'on n'allait pas les envahir avec un seul bateau, qu'il y avait un souci, et par des voies détournées, puisqu'à l'époque, sur le plan militaire, on n'avait aucun moyen de venir par Londres, etc., on a réussi à dire aux Saoudiens, sorry, on a un petit souci, et les Saoudiens nous ont tout simplement, avec l'armée saoudienne, autorisé, par voie de mer et de terre, donc en passant par la Jordanie, il y a eu des tracteurs, des grues et des soldats de Tsahal qui sont allés en Arabie Saoudite dégager le bateau. Deuxième exemple, ça c'était assez sympathique parce que c'était les débuts de la paix avec la Jordanie. Et lorsqu'on fait un travail de paix, dans l'armée, on appelle, et les politiciens feraient bien de l'apprendre, il y a ce qu'on appelle les CBM, ça veut dire les Confidence Building Measures, les mesures de bâtir la confiance. Ça veut dire que chacun doit faire à un moment donné un pas, faire quelque chose, montrer voilà, une volonté de... Alors, dans ce cas précis, les premiers rendez-vous secrets que j'avais avec mes homologues jordaniens étaient, juste entre parenthèses, mes rendez-vous secrets avec mes homologues syriens, c'était à la frontière avec la Syrie, à Kounetra, avec l'exigence syrienne que je ne m'approche pas à moins de 10 mètres de mon collègue syrien. Voilà, donc on négociait en criant à 10 mètres, voilà, parce que le sionisme est probablement contagieux, je suppose. Voilà. Mais avec les Jordaniens, on n'avait pas cette limitation, et donc les rendez-vous secrets, les premiers, ont été... Il y avait déjà d'autres canaux, surtout le Mossad qui était en contact avec les Jordaniens, dont Ephraim Halevi, le chef du Mossad de l'époque, qui s'entendait même avec le roi Hussein. Il y avait déjà des contacts. Et donc, on se rencontrait aux 3 frontières, c'est-à-dire Syrie, Jordanie, Israël, sur le Jourdain. Et quand je dis sur le Jourdain, c'est un petit îlot au milieu du Jourdain. Ces rencontres secrètes étaient les rencontres de l'eau. Et ce qui se passait, c'est que nous, les militaires, on escortait en fait des experts de l'eau qui venaient mesurer le cours du Jourdain, le débit du Jourdain, pour diviser équitablement les eaux entre Israël et la Jordanie, secrètement, et il y avait ces rendez-vous. C'était assez folklore, on était sur ce petit îlot, on fumait des cigarettes, et voilà, et il y avait des soldats qui déplaçaient des sacs de gravier pour dévier, voilà, tous les 3-4 mois. Et à force de se rencontrer, bien sûr, comme ça,
intelligence humaine. Hein. Donc, l'intelligence humaine, mon homologue de l'époque, c'était Samir Souka. On a commencé, bien sûr, à sympathiser. C'était l'époque où je fumais encore, donc on clopait ensemble, etc. On a commencé à discuter métier. Et une chose qui était un petit peu problématique quand même à l'époque, c'est qu'on n'avait aucun droit de communication entre les deux armées. Donc, pas par téléphone, pas par radio, pas rien du tout. Mais lorsqu'il y avait des infiltrations terroristes en provenance de la Jordanie vers Israël, en pleine nuit, on tirait, et eux, ils tiraient. On tirait dans tous les sens. Et tôt ou tard, quelqu'un allait tuer quelqu'un de part et d'autre de la frontière. On était donc encore à la veille d'un possible incident diplomatique au moment où on veut faire la paix. Et comme il y avait toujours cette limitation des Jordaniens qui ont dit niet, 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 pas de radio, pas de machin, ils ont tout refusé. Avec Samy à des officiers qui étaient des officiers combattants qui avaient l'expérience du terrain, on a trouvé quelque chose de très bête et de très simple. Lorsque des terroristes attaquaient, essayaient de s'infiltrer vers Israël, les Jordaniens tiraient deux fusées rouges, des fusées éclairantes rouges dans le ciel, et ça voulait dire c'est nous qui nous occupons du truc, on tire dessus. Vous restez tranquille. Et puis, lorsqu'ils avaient loupé les terroristes et qu'ils étaient passés du côté israélien, alors les Jordaniens tiraient de fusées vertes et on pouvait y aller. Voilà. C'est pour vous expliquer un petit peu. Et donc, tout ça a toujours existé. Récemment, avec les Houthis du Yémen qui ont bloqué les navires israéliens ou avec des propriétaires israéliens en mer Rouge, il y a énormément de marchandises qui ont été retardées ou bloquées, qui ont dû passer par le Cap Horn, etc. Mais il y a eu aussi énormément de marchandises qui ont été déchargées d'Asie en Arabie Saoudite avec des camions qui ont amené la marchandise d'Arabie Saoudite jusqu'en Israël, de marchandises, discrètement, tranquillement. Donc, on peut espérer, et je terminerai avant les questions par une petite anecdote. Alors, deux petites anecdotes pour voilà l'histoire, les conteurs. Une qui vous donne un petit peu d'espoir et une autre qui rappelle qu'il faut garder quand même son sens de l'humour. Et donc, la première anecdote, c'est quand même le Proche-Orient. Et comme moi, je me suis engagé, moi, mon désir, c'était toujours de faire de ça. Moi, quand j'étais mioche, mai 68, je me suis bien amusé, mais en 67, j'ai tout de suite décidé, depuis 67, que je voulais être soldat. Et voilà. Et donc, j'ai été bien servi, parce que l'action, de Tsahal, et donc j'ai été bien servi parce que je suis arrivé en 80, et en 82, c'était la guerre du Liban. Et la guerre du Liban éclate, et moi, j'étais dans la marine à l'époque, et au tout début de cette guerre du Liban, j'étais à la base navale de Haïfa, laquelle est adjacente au complexe hospitalier Rambam. Donc il y a une base navale et un complexe hospitalier, tous les deux dans le port de Haïfa. Au milieu, il y a un héliport. Les premiers jours, le choc initial de la guerre du Liban a été très très violent. Et pendant effectivement les 3 premiers jours au moins, il y a eu énormément de morts et de blessés de Tsahal, qui étaient rapatriés par des hélicoptères de l'armée de l'air vers donc l'hôpital Rambam. Mon travail, c'était de réceptionner ces hélicoptères et avec une vingtaine de soldats, de décharger les hélicoptères, les blessés d'abord, trier les plus urgents avec les chirurgiens qui doivent aller le plus vite en opération, et malheureusement ensuite décharger les morts et les emmener à la morgue. Donc ce balai infernal d'hélicoptères, de blessés, de morts, horrible. Et je vous raconte cette histoire parce que quand il fait très 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 noir, des fois une petite allumette annule toute l'obscurité autour. Et pendant ces 3 jours, au 3e jour, la 3e nuit, un hélicoptère, on l'entend dans la nuit qui approche, je réveille les 20 soldats, je les aligne sur l'héliport, l'hélicoptère atterrit, c'est des hélicoptères des gros, la porte de la carlingue s'ouvre et le gars de l'armée de l'air avec son casque et son micro, il me hurle 4 soldats suffiront. Donc je renvoie les autres se coucher et je reste avec 4 soldats. Et dans l'embrasure de la carlingue, je vois une grosse dame qui marche comme ça, comme un canard, folklore à mourir parce qu'elle était en habit broderie colorée de paysanne de la Beka, paysanne libanaise, et effectivement tellement grosse qu'il faut 2 soldats pour l'aider à descendre de l'hélicoptère. Et non seulement ça, elle était tellement grosse qu'on peut pas la mettre sur une chaise roulante, et donc les 2 soldats, heureusement c'était costaud, ont emmené madame
tant bien que mal, jusqu'à l'hôpital. Malheureusement, au fond de la carlingue, il y avait cette image qu'on n'aimait pas voir, c'est-à-dire une civière avec une couverture de laine grise, un soldat mort de Tsahal. Et donc, les 2 autres soldats emmènent cette civière à la morgue. Le lendemain matin, je vais voir les médecins, les chirurgiens pour organiser la journée, et je tombe sur un des chirurgiens, et je lui dis, mais c'est quoi cette histoire avec la dame? Il me dit, écoute, elle a eu un bol, vraiment, elle a eu du bol parce que elle est très obèse. Et en fait, elle devait accoucher. Elle est enceinte, elle devait accoucher. Mais de par son obésité, il fallait absolument une césarienne. Et elle a eu un bol terrible parce qu'il y avait un avant-poste de Tsahal. Quand les soldats de Tsahal ont vu ça, ils ont rapporté ça en arrière. Et l'armée allait dire, mais il n'y a pas de souci, on va l'amener à Rambam. Et donc, ils ont amené cette dame. Et là, j'ai dit, et alors? Et alors, il me dit, ben, tout s'est très bien passé, on a fait la césarienne, il avait un petit garçon, tout s'est très bien passé. Et puis sa voix s'est un petit peu écorchée, étranglée. Et il m'a dit, tu sais, elle nous a même pas dit merci. Elle a juste demandé quel était le nom du soldat de Tsahal qui est mort dans l'hélicoptère. Et elle a donné le nom de ce soldat à son petit garçon. Waouh. Voilà. Et je Alors, termine sur la blague, parce ouais. que sinon, il faut alléger l'atmosphère. Ouais. Si vous voulez, hein. Sinon, on passe aux questions. Mais c'est la dernière, je vous promets, parce que, vous savez, moi j'ai fait la guerre de 14, hein, mais c'est les vieux soldats. Alors non, mais c'est la dernière, je vous promets, mais c'est pour alléger. Parce que dans tout ce que j'ai raconté, service secret, la politique, etc., on est toujours... et en fait, je peux vous assurer, John le Carré, il a écrit des romans d'espionnage en faisant le anti-héros. Hein. Là, il a fait l'anti-James Bond avec son héros, Smiley, je crois qu'il s'appelait. Voilà, très gris, son petit appert, un Colombo de l'espionnage. Et moi, je peux vous assurer aussi que le balagan, comment ça se passe dans les services des opérations du quartier général de Tsahal, dans les sous-sols, dans le Mossad, il y a un bordel à la juive, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et donc, je vous raconte juste une anecdote, je vais essayer de la faire assez courte. C'est une visite officielle importante. Aujourd'hui, il est décédé malheureusement, c'est Richard Cheney. Il vient de décéder, qui était... à l'époque, secrétaire de la défense américain, qui vient en Israël pour une visite éclair, donc je vais essayer de faire mon anecdote éclair, qui vient pour une visite éclair, après laquelle les Américains décideront s'ils vont aider les Israéliens à accomplir leur rêve de l'époque, de développer un missile antimissile que tout le monde connaît aujourd'hui, qui s'appelle le Chetz, le Arrow, la flèche, mais à l'époque, les Israéliens ont ce rêve de le faire. Et donc, c'est une visite assez importante. Et Richard Cheney, le secrétaire de la défense américain, arrive avec toute sa délégation. Vous pouvez vous imaginer, il loge au Hilton à Tel Aviv. Pour ceux qui connaissent le Hilton à Tel Aviv, hein, c'est une grande tour sur une falaise. Vous pouvez vous imaginer le parc en bas, les toilettes, les ascenseurs. Il y en avait partout, de la sécurité, partout. Et on ferme 2 étages de l'hôtel Hilton pour cette visite, qui sont divisés en 2, partie américaine, partie israélienne. Au moment où la visite va plus ou moins démarrer, mon job dans cette visite-là, c'est escort officer. Escort officer, ça veut dire celui qui s'assure que tout marche bien. C'est la bonne à tout faire, que les hélicoptères sont à l'heure et qu'il y a de sucre dans le café. C'est la responsabilité que ça roule. Et je peux vous assurer que vraiment, Rabin était capable d'oublier qu'il avait un rendez-vous avec Richard Cheney. Donc, il fallait vraiment être... voilà. Et lorsque cette visite commence, c'est dans le protocole, dans toutes ces grandes visites, comme ces hommes d'État sont à un niveau, c'est pas eux qui sont occupés du programme, ils arrivent, ils ne savent pas tellement quel est le programme. Et la courtoisie veut qu'on leur dise, en quelques mots, voilà votre programme. Est-ce que c'est OK? Et donc, je traverse le couloir du Hilton qui me mène de la partie israélienne à la partie américaine pour aller présenter son programme à Richard Cheney. Et là, il y a 2 marines en uniforme de parade, hein, très noirs avec des trucs dorés, des trucs partout, voilà, qui m'arrêtent. Ils ont des fusils de mariniers, de fusiliers de parade. Ils font une croix comme ça, ils m'arrêtent avec des baïonnettes. Je ne peux pas passer. Derrière eux, 4 types, vous les connaissez, vous avez l'habitude, ils ont les costumes noirs, les cravates noires, et tous souffrent de problèmes d'audition. Et donc, ces 4 gars-là et ces 2-là m'empêchent de passer. Je suis en uniforme et j'ai le badge de la délégation. Et donc, je leur dis, Sir, je regardais le programme, voilà, il y a écrit ici, ça c'est moi, Raphaël Yerushalmi,
escort officer, M. Cheney, je dois aller informer M. Cheney de son programme. Ça, c'est le badge, c'est moi. C'est le badge que ce badge, c'est eux qui le distribuent, là, les Américains. Et le type me dit, Sir, vous avez le badge standard. Ça veut dire vous pouvez approcher M. Cheney 5 mètres. Après ça, non. Après 5 mètres, on vous saute dessus. Donc, si vous aviez le badge avec point bleu, vous pouvez approcher M. Cheney 2 mètres. Seulement ceux qui ont badge avec point rouge, ils parlaient en anglais, hein, je fais l'accent pour rigoler, point rouge, ils peuvent aller parler à M. Cheney. J'ai dit, c'est vous qui faites les badges, hein, c'est pas moi. Voilà, ceci, cela. God bless America. Donc, ceux qui connaissent Tel Aviv, c'est le Hilton, il est 5h de l'après-midi. Je descends dans la rue Ben Yehuda, je rentre dans une papeterie, j'achète des autocollants et je mets le point rouge là sur le truc, je remonte. 20 minutes se sont écoulées, max, c'est les mêmes 6, moi j'ai pas changé, j'avance avec assurance bien sûr quand même, il regarde le point rouge, Sir. Bon, allez, on va dire 2 questions rapides et après, on continue à discuter, mais autour du bouquin que Raphaël Jérusalemi va dédicacer en haut avec un pot en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'être assis, vous avez un verre devant vous, ce sera plus sympa. Donc 2 questions courtes et on y va. Alors, j'en ai une très rapide. On entend parler, à chaque fois qu'on entend parler du nombre de morts à Gaza, malheureusement, on entend les chiffres du Hamas. J'aimerais savoir s'il y a un point de vue israélien sur le nombre et la nature des morts à Gaza, s'il vous plaît. Si vous voulez bien, on prend la 2e question tout de suite, comme ça donne la possibilité. Voilà. Merci, Monsieur Jérusalemi, vous avez été épatant, encore mieux que sur I24. Et vous aussi, Monsieur, je trouve, vos questions étaient très pertinentes, elles nous ont bien éclairés. Vous avez tout à l'heure utilisé le mot peuple, et vous avez parlé de questions militaires. En revanche, il y a une révélation que nous avons eue, nous, le public en France, juif français, c'est la question des haredim, qui font blocage et qui laissent apparaître que la société israélienne est absolument fracturée. J'aimerais que vous nous donniez, avec votre optimisme habituel, votre projection sur l'avenir de ce conflit. 3e question, on finit, parce que je ne pourrai pas plus. Après, ça va durer trop longtemps. Allez-y. Bon, alors, ma question, Bonsoir. Ah, d'accord. Erev Tov. Bonsoir. Alors, ma question est, tous les barbares qu'on a libérés des prisons, est-ce qu'ils vont payer un jour? Parce que je sais que dans le passé, il y avait, après les attentats de Munich, la liste Golda. Ils les ont liquidés. Mais il y a des milliers. On va liquider des milliers. Les terroristes. Bon. Pour les Bibas, c'est pour tout le reste. Voilà, allez, c'est last, voilà, dernier développement. Last, s'il vous plaît, Que pensez-vous des associations comme Almep, des associations faites par des Juifs et des Palestiniens qui pensent qu'ils sont, avec beaucoup d'argent qu'ils collectent, capables de faire avancer la paix? Que pensez-vous de leur capacité? Je réponds par la dernière. Ils sont dans leurs droits. Si ce qu'ils pensent, moi, bien sûr, je suis contre ce qu'ils font. C'est l'opinion. Si vous avez encore de la chance en France, regardez aux États-Unis le nombre de Juifs qui sont aujourd'hui carrément anti-israéliens. Donc on a toujours eu ça. On a toujours eu des avis différents, des opinions différentes. C'est les vieilles blagues 3 Juifs, 4 opinions, etc. Ce que vous voulez. C'est désolant, c'est navrant. Je ne pense pas qu'ils aient un impact énorme. Vous avez aussi les Neturei Karta, puisqu'on a parlé des ultra-orthodoxes, qui sont anti-sionistes. C'est une épine dans le pied, mais bon, je ne connais pas de nation. Vous avez dans toutes les nations, dans tous les groupes, vous aurez toujours des gens comme ça. Je pense que c'est regrettable, mais il n'y a rien à dire. C'est ce qu'ils ressentent. Je pense que beaucoup le ressentent sincèrement. Après, on peut aller chercher des raisons psychologiques
des complexes et tout ce qu'on veut, c'est sûr, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sont pas vraiment récupérables non plus, c'est très difficile. Tant pis, il faut travailler avec des gens qui sont plus malléables et plus prêts à entendre ce que nous avons à dire. Alors, les chiffres ramassent, c'est un peu compliqué, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on a plus ou moins les chiffres, on est effectivement à une soixantaine de mille de morts. Là-dessus, il y a ce qu'on appelle des innocents. Pour moi, à Gaza, les innocents, il y a quelques opposants au Hamas et ils ont moins de 12 ans. Voilà. Les autres, il n'y en a pas. OK, le 7 octobre, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont dansé dans les rues. Maintenant, ils dansent moins, mais ils ont dansé le 7 octobre. Ils sont quand même 2 millions de personnes qui se laissent marcher dessus par une trentaine ou une quarantaine de mille. OK, donc c'est quand même à eux aussi peut-être de prendre le destin en main. On parle de force internationale, on parle de Tsahal, on parle... Et eux, pourquoi eux ne se libèrent pas de l'emploi du Hamas? Le Hamas a en plus sa façon, lui, de calculer, mais en plus, il a admis une ou deux fois. Une ou deux fois, ils ont rectifié le tir, parce que c'était un peu gros. Ce qu'il appelle des civils. Il ne faut pas oublier que les directeurs d'hôpitaux à Gaza sont des terroristes. Donc, c'est des terroristes à col blanc, l'UNRWA, des journalistes innocents. Et il y a beaucoup d'innocents. Et en plus, il y avait aussi un calcul sur les âges, sur les sexes. Voilà, il y a un embrouille. Un de mes derniers articles sur le site 24, c'est les as de l'embrouille. Donc, c'est sûr. Mais c'est sûr aussi qu'il y a eu, malheureusement, comme dans toutes les guerres, c'est inévitable, ce qu'on appelle des dommages collatéraux et des gens qui n'auraient pas dû être tués, qui ont été tués. C'est évident. Maintenant, je peux vous assurer, je mets ma main au feu, vraiment, qu'il n'y a aucune armée au monde qui ne se conduit comme Tsahal, qui n'est capable de se conduire comme Tsahal, qui a fait tout ce qu'on a fait au risque de nos propres troupes, parce que lorsqu'on avertit et qu'on lance des tracts pour dire on va y aller, et lorsqu'on fait ce qu'on appelle le tuk-tuk, c'est-à-dire on envoie d'abord des explosifs en l'air avant d'envoyer, quelle armée au monde va faire ça? Quelle armée au monde a ce respect de la vie humaine? Franchement, s'il y a eu des victimes, c'est vrai, je peux vous assurer que dans n'importe quel cas de figure, ne pensons même pas à l'armée russe, hein, vous pouvez multiplier par je ne sais combien le nombre de victimes qu'il y aurait eu, mais dans les guerres comme ça, c'est absolument inévitable. C'est pas possible, surtout avec les armes modernes. Merci beaucoup, merci à vous tous et à vous toutes. Ouais, mais si on va peut-être... Non, ce qui sera important, c'est qu'on puisse... Je vous réponds tout de suite, très vite. Pour les terroristes qui ont été libérés, moi j'avais fait 2 propositions. Une puce dans le derrière pour qu'on puisse les repérer, ou alors une petite injection à long terme, et puis ils meurent de quelque chose. Voilà. Mais de toute manière, il y a une unité spéciale. Et on parle de guerre des médias, guerre des images. Il va y avoir un procès, on espère en tous les cas, à la Eichmann des 300 détenus de la Nourba que nous avons. Mais de toute façon, il y a une unité spéciale du Shabak qui travaille avec l'armée, le Nili, dont le travail unique, c'est leur travail, c'est de pister, de garder la trace de tous ces gars-là. Et le moment venu, et si besoin, il y a une unité qui travaille là-dessus. Voilà. Alors, on continue là-haut. On continue là-haut autour de l'auteur de son livre